Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Danhé, journaliste spécialiste questions d'environnement, habitué de ce salon qui, depuis hier matin, anime des débats qui ne tournent finalement que sur le carbone. Réduire nos émissions, réduire notre empreinte dans tous les domaines, transport, logistique, emballage. On a vu tout à l'heure un débat là sur le e-commerce, à quel point nos comportements aussi de consommateurs finaux ont une importance, un rôle à jouer sur la réduction de l'empreinte carbone de ce secteur. Tout est impulsé en grande partie par l'Europe, qui s'impose en termes légaux aux États membres. La décarbonation, c'est une affaire européenne et on va voir ça tout de suite avec nos trois invités. Avec Alexandra Klenke, bonjour, conseillère politique à la DG Move, la direction transport de l'Union européenne, de la Commission européenne. Antoine Dussorbier, vous êtes délégué général d'AI Cargo. Jean-François Laganne, Railway Logistics Manager chez Nestlé Waters. Cette conférence peut se faire dans toutes les langues. Vous êtes francophone, nous sommes tous francophones. Tout de même, Alexandra Klenke, qui parle 150 langues, va démarrer en anglais sur sa présentation. Alexandra, donc, voilà, scannez le code si vous avez besoin pour avoir la traduction anglais-français et même français-anglais. Alexandra, le cadre européen de la décarbonation. Et Alexandra a besoin de sa présentation. Voilà. Non, non, c'est allumé, vous pouvez y aller. Bonjour, mon nom est Alexandra Klenke, donc voilà, je représente la Commission européenne. Je voudrais quand même commencer en anglais parce qu'on travaille surtout en anglais, il y a beaucoup de vocabulaire au niveau européen que c'est un peu pour moi plus clair, mais après je peux aussi répondre en français. Voilà. Donc au début je voulais dire que j'espère que le projet, I would like to say that the decarbonization project is not only imposed by the EU, but it is also a project which is close to the heart of all the countries and France as one of the biggest country. Just to quickly tell you what are the main elements. So in 2019, European Commission adopted the European Green Deal as a strategy for the whole economy, not only transport. And then with the objective to decarbonize the whole economy by 2050, to have a neutral economy in Europe. Now, to get to this, there was legislative proposal, the climate target in 2020, which put the target of reaching the reduction by 55% of greenhouse emission by 2030. So to have a kind of step objective. And what this means for the transport, in my DG, we propose a strategy, sustainable and smart mobility, where there are like different plans for different legislation, for different tools to support this transition. However, transport doesn't exist on its own, needs energy, needs the industrial strategy. That's why there is also industrial strategy where to develop, for example, a value chain for batteries, for hydrogen, circular economy, and for energy, a new strategy for example, hydrogen alliance. And then on the left side, you have different financial tools that we have to support this process, including Connecting Europe facility that you maybe know. This way, I think.
Yeah. Okay. So maybe I will stand because it's a little bit more natural. So here, this implication for transport, how the CO2 emission will go down. So we see that for the normal, for the cars and vans, we see the biggest change, the biggest potential, at least the quickest. And now probably you are more concerned about heavy-duty vehicles for logistics and transport. Here it will be a little bit slower. So I think what is a message is that effort should be done, but the process will be slower because it requires much more efforts in terms of technology and investment. Now, just to tell you what is the plan. So for road, we think that the most important technologies will be electric powertrains and hydrogen mainly for heavy-duty vehicles. Now, there are also other sustainable alternative fuels. Probably like I hear a lot of use in another panel of biofuels, of synthetic fuels, so-called e-fuels. And for sure there is a place for this, but we will see what is the most economically efficient. And then what is the best use of these fuels also for other modes of transport. Because for us, road transport is the easiest part, even though it is the most polluting one. And now the rail is already electrified to a large extent. And here the focus should be to use renewable electricity. Now, there are parts of rail which cannot be electrified. And here the hybrid system, so battery or hydrogen fuel cell, can be used. So for us, rail could aim at the climate neutrality in 10 to 15 years already. I'm sorry. I see that. Alexandra? Yeah. No, the other slide before this. Yeah. Before, yeah. please. Sorry. Okay. For the maritime transport, there is a basket of fuel measures needed. It is much more demanding, and I think we should also, you probably are aware, how much maritime transport contributes to the transport flow, so we cannot forget it. Here we think that LNG will still remain relevant for deep sea shipping for some time. We try to push for like a kind of short sea shipping, already electric in some time, and onshore power supplied in ports, so that the ports are electrified, and also that they are not so polluted in this way. So we think that with different fuels which could be used, and a lot of them on the base of hydrogen, we can aim at zero-emission ocean-going ships by 2030 only. So here the process is much slower as for other modes of transport. So and LNG, but not hydrogen in your projection? Yes, hydrogen, but for the moment LNG is the most available. Like we see that also the production of hydrogen is still not, it's developing, but it's not in such a big qualities, and especially green hydrogen, because you can have a different... But what is a green hydrogen for you? Green, which is... is a nuclear hydrogen any green hydrogen? Yes, from electricity, from, from energy coming from decarbonized sources. So, yes, nuclear is zero emission. The only thing, like zero emission, is but it's not, it poses another threats. But okay, it's at least from the point of view CO2, yes, it is an important part of energy mix. Yes, please. Mm-hmm. Then aviation, here we have already possibility, like options for use advanced biofuels, like mixing, blending,
to achieve sustainable aviation fuels. However, they are still quite expensive, and here also use of e-fuels, so it will take some more time. And probably electric planes also are, it's maybe for small planes and not so. So we see that, for example, like biofuels will be very important for aviation. That's why, how to say, we don't exclude using of biofuels in road transport, but we think it's not the most, the wisest choice in terms of the whole economy, if we want to decarbonize the whole system. So we see that a large-scale zero-emission aircraft are expected by 2035, in like at least with our knowledge now, unless there is like a big technological jump and production which is not too expensive. So just to tell you what is a policy mix that we propose to realize it. Okay. So in 2021, we proposed a package that probably you heard of. It's called Fit for 55, so like prêt pour l'année pour la réduction de CO2 par 55%. And there is like a lot of proposals which concern transport. So there's 13 initiatives, of which 11 have a direct effect on transport. And I will explain more what is the architecture of this package. So there is like acting on the pricing. So for example, proposal of extending emission trading system to maritime and road transport and buildings. There is updated energy taxation. So the price on energy, because the emission trading system is a price of CO2, which are like two different things, so like elements of a puzzle. Then there are targets. For example, updated renewable energy directive has also targets for using renewable energy in transport. Then rules. Probably this you know the most in transport, like stricter rules on CO2 performance. For cars and vans, it was proposed in this package. However, probably you've seen that at the beginning of this year, 2023, there is a proposal on stricter CO2 emissions for heavy-duty vehicles, so like englobing the whole road transport. Then there are two proposals: Refuel EU Aviation for sustainable aviation fuels and Fuel EU on cleaner maritime fuels. And this one, on which my unit was working, a regulation on infrastructure for alternative fuels. And just to mention, I think it's a good news for the whole transport. On this regulation on infrastructure for alternative fuels, just on Tuesday night there was agreement between Parliament and Council. So it is probably done. There is now only a formal adoption. On the targets, like it gives the targets for all member states on the construction of charging for electric vehicles, for hydrogen vehicles, for electrification in ports. So I think that this could give really like a push for construction of a coherent network of a charging station and a refueling station for hydrogen cars in Europe, and can respond to the automakers which propose models for trucks. Because of course, if you don't have the system, it doesn't make sense to ride the truck. And on the CO2 emissions, probably you heard that there was some hiccups on the European level with Germany blocking this piece, but there was a kind of compromise found. So from 2035, all new models of
passenger cars need to be zero emission. Now, there was, just to quickly complete, at the end of 2021, there was another package of legislatives. Just to mention, because it will be also important for my other members of the panel, revision of Intelligent Transport System Directive, so how to improving sharing the data. Then revision also on the guidelines for TNT network. And this is more for urban and for rail. For example, plan to boost long distance and cross-border rail. Just to quickly mention, because I don't want to take too much time, what happened with conflict in Ukraine, it incited to respond to make our energy systems more resilient and more powerful. And we proposed Repower EU in May 2022. And what is important for transport, that there was proposal even to increase the part of renewable in the whole economy from 40 to 45 for 2030, and to ensure the domestic renewable hydrogen 10 million tons and 10 million tons of imports, which is a big objective, but it's for the whole economy, not only for transport, and increase production of biomethane to 35 billion cubic meters by 2030. Then also for sectoral action, we also plan in 2023 a green freight package in transport, like a initiative, legislative, which will help introduce some kind of saving in efficiency, so a kind of program for improving organization of transport. Then just to mention that there are a lot of funds which were used for this transition. For example, all this, what you see, this recovery resilience facility was proposed because of COVID, and it was offered to member states. And we have offered this to member states under the condition that there will be a big part for climate change. And there is 37% of these funds that were proposed that we accepted that for these objectives, a large share for sustainable mobility. There is also social climate funds, and we now reflect how to manage this. So how to help, like, ordinary people, ordinary citizens, to manage with this transition, because it's not easy, it is expensive. Also, Just Transition Fund. So just to give you what is important is this for you and the transporter, maybe offers of projects, Connecting Europe facility. I work personally on this alternative fuels infrastructure facility. We co-finance building of recharging station, refueling stations for hydrogen. And there is really still money, still funds. So just if somebody is interested, I can give more information. And just quickly to finish, that I already mentioned what has happened lately. So there was this proposed revision of CO2 emission for heavy-duty vehicles. Green freight package will come. So yeah, that's all. I will just at the beginning the introduction. Huh? Thank you. Thanks so much. Is any question at this moment? Okay. Hi, my name is Brenda. I'm from Neuproxa, Switzerland. I'm going to ask in French. If it, Okay. Pardon. I don't know if you prefer in English. No, it's okay. It's okay. Okay, let's do it in English. You said that the maritime transport is going to be zero emission for 2030. And for me, that's, I don't know, but it seems not so realistic because, you may know that to build a vessel, you need almost 2 years, at least. So right now, and the vessel has a shelf life of 30 years, which means that if you build a vessel today, it's going to live like until
2050. So it means that today we don't have the technology to have a vessel that is zero emission, but the goal is to be zero emission in 2030. So it's not so Yeah. logic. It is just, a kind of our estimation for the first versions, first ships. But of course, I understand you that we know that the time, it's not like with the cars when you can quickly renew the fleet, like relatively quickly. Here it takes much more time also for the planes. But we mean that like a technology will be ready, So there will be like a first, maybe, prototypes. So just to clarify. Une autre question, another question. Non. Monsieur Legrand, pourquoi j'ai dit Legrand? Monsieur Lagan, comment vous réagissez par rapport à C'est cette... un autre. Non. Déjà, bonjour. Ensuite, très content de croiser le chemin d'un représentant de l'Europe. Merci. Ça vous arrive pas souvent? Jamais. C'est pas faute de vouloir, mais c'est excessivement compliqué de joindre quelqu'un de l'Europe. Donc, je passe le message. Et c'est bien de venir vers nous, c'est excessivement intéressant. Bon, Nestlé Water, ce sont les eaux du groupe Nestlé. En Europe, bien évidemment, on utilise des camions que l'on cherche par tous les moyens à décarboner, pour beaucoup de raisons, et des très bonnes raisons. Ensuite, une bouteille sur deux passe par le ferroviaire. Et donc, chaque fois, on cherche les bonnes solutions pour décarboner. Alors, si on parle uniquement des dispositifs qu'on a mis en place et qui s'inscrivent complètement dans ce qui vient d'être présenté, au niveau des camions, on travaille sur l'électrique. Le camion électrique, tel qu'on l'a vu, on est plutôt, nous, sur des gros porteurs. Ces gros porteurs doivent faire plus de 250 km. Donc, les expertises que l'on va essayer de faire rapidement avec du biberonnage, avec des installations spécifiques pour mettre en place des gros porteurs. Ça va faire partie des challenges des mois à venir. Et on ne parle pas uniquement d'utiliser un camion électrique, mais bien dans toute sa complexité, avec la capacité de pouvoir le recharger, d'avoir les installations électriques qui nous permettent de mettre ça en place. Ensuite, bien évidemment, on est sur le HVO. Alors le HVO, c'est très très bien, ça fonctionne aussi. Et ça, c'est intéressant pour vous, madame. Carburant alternatif. Carburant alternatif, ça marche très très bien pour des véhicules diesel, route, mais pas seulement, ferroviaire aussi, railway. Donc on pourrait se dire, c'est très bien, on va mettre une grosse cuve, on va mettre plein de HVO dedans, et nos camions, comme nos locomotives, vont pouvoir tourner avec ce carburant-là. Or, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas la même fiscalité. Il y a un gasoil routier et il y a un gasoil non routier. Donc on cherche des solutions faciles pour décarboner. Parfois, on arrive à se faire des nœuds au cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais on se fait très mal à la tête, le big headache, pour trouver des solutions faciles qui ne coûtent pas cher et qui décarbonent rapidement. Donc, ce qu'on cherche, c'est du bon sens. Ensuite, et les chargeurs chargent du bon sens. Donc ensuite, on travaille au niveau ferroviaire avec bien évidemment des véhicules électriques, dès qu'on peut. Il y a un adage dans le ferroviaire, on est sur des trains complets de 700 mètres, voire 750 mètres, pas loin de 2000 tonnes, donc c'est des gros trains, lourds. Il y a un adage qui dit, comme un train part, the way it starts, the same way it arrives. Ça veut dire que s'il part en diesel, parce que les installations diesel ne permettent pas de sortir en électrique, il arrivera automatiquement en diesel. Donc là, on a un challenge, effectivement, à aller chercher de la décarbonation. On a, depuis quelques années, une locomotive qui est une locomotive bimode, qui nous permet une Eurodual de Stedler, actionnée par la société Captrain. C'est une locomotive qui a la particularité de pouvoir partir en diesel. Et une fois qu'elle est sous les lignes de caténaire, elle est capable de déployer des pantographes et de circuler en électrique. Donc ça, c'est des solutions qu'on met en place.
Ensuite, et demain, on le présentera à nouveau avec Thierry Tournier d'Alstom. On travaille sur un projet on travaille tous pour ça, devra arriver en 2026, qui est une locomotive lourde traction à hydrogène. Voilà. Donc ça, à notre connaissance, ça n'existe pas. On y travaille avec Alstom et Engie. Ensuite, ça c'est pour toute la partie technique, la partie réflexion, la partie développement, les enjeux écologiques, parce que c'est une vraie préoccupation. Il y a la partie réglementaire. On a un sujet tout bête, very simple, Le 46 tonnes, le 46 tonnes, on va y venir. transfrontalier. On va y venir. Merci. Je voudrais le point de vue de Monsieur Dussorbier sur ce qui vient d'être dit. Alors vous, présentez-vous d'abord. Vous êtes une association de loi 1901 qui facilite le traitement des données, qui rapproche des données éparses pour améliorer le système logistique, si je résume à gros traits. Oui, bonjour à tous. C'est très bien résumé. On pense que lié à la transition énergétique, il y a un gros enjeu de fiabilité et d'opposabilité de la donnée, de pouvoir la collecter. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations, des grands groupes, des ETI, des PME, travaillent sur des données génériques fournies principalement par l'ADEME ou le GLEC, si on est au niveau européen. Et c'est une donnée qui est peu actionnable, notamment sur le transport routier. Il faut avoir des vraies données, des données réelles reliées au véhicule. Donc nous, ça c'est un de nos enjeux, de pouvoir arriver malgré les cascades de sous-traitance. On sait que 80% du transport de marchandises est sous-traité, et parfois jusqu'à 4 niveaux. Et comment est-ce qu'on peut dépasser l'écran de fumée des calculs CO2, quelque part, pour arriver vraiment au véhicule qui a transporté la marchandise. Peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui ont les mêmes chiffres que moi en tête ou d'autres, mais quand on regarde au niveau mondial, on est sur une transition énergétique de 30 000 avions à faire, 30 000 navires. En France, c'est peu, et on va avoir des calculs de CO2 dans tous les sens pendant des années, alors qu'on parle de très peu d'appareils. Donc comment est-ce qu'on arrive, depuis, j'allais dire, une boîte de petits pois en supermarché, à remonter l'information de comment est-ce qu'elle était transportée. Bon, la boîte de petits pois, elle est peut-être en production relativement locale, mais il y a des produits qui viennent de plus loin. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à fiabiliser cette collecte de données et à la ramener au véhicule. Voilà. Donc ça, c'est un des enjeux que l'on adresse dans notre pôle d'innovation, donc avec Cargo Fondation, loi 1901. On travaille avec, c'est lié au Hub France d'intelligence artificielle. On pense que l'intelligence artificielle peut aider aussi à travailler, pour ceux qui connaissent, les différents niveaux de précision de la donnée CO2 définis par le Code des transports, l'article 1431. On a 4 niveaux de précision de la donnée CO2. Le niveau 1, c'est le niveau générique, c'est l'ADEME dont on parlait. Et puis le niveau 4, c'est le plus précis, c'est le réel. Voilà. Et nous, on oriente nos travaux pour harmoniser en fait, ces différents niveaux de précision de la donnée, de collecte, de partage. Et on pressent que le niveau 3, il y a beaucoup de grands cabinets de conseil en stratégie qui l'anticipent aussi, en disant que le niveau 3, c'est le plus actionnable. Le réel, le niveau 4, il va être un petit peu trop compliqué à analyser. On peut avoir un calcul de CO2 qui va varier du jour au lendemain sur une tournée en fonction du taux de remplissage du camion. Or ça va perturber la lisibilité de la transition énergétique. Voilà. Donc on pense qu'il vaut mieux travailler sur une moyenne des tournées en général et plutôt s'intéresser à la motorisation des camions ou des carburants, voir s'il y a eu des carburants alternatifs qui ont été utilisés, parce que c'est là que sont les vrais gains de CO2. Voilà. Donc, et quand on mesurera bien, on le sait tous, on agira bien. Donc voilà. Donc, au sein de cette association, on fédère des grands groupes, des startups, des laboratoires, des cabinets de conseil autour d'outils que nous co-fabriquons dans le cadre de groupes de travail et que nous mettons à disposition des entreprises. Voilà. Je suis surpris, l'information circule mal, l'information n'est pas partagée, chacun la garde. C'est un des objectifs européens d'ailleurs de faciliter l'échange d'informations. Alexandra Klenke. Oui, j'écoutais avec un grand intérêt ce qu'a dit mon prédécesseur. C'est bien qu'il y a des associations pareilles. On en entend aussi beaucoup d'initiatives de nos partenaires de l'industrie qui, par exemple, essayent de
développer les applications déjà eux-mêmes. Par exemple, pour les camions, hein, ils disent déjà on va investir dans les bornes de rechargement, mais seulement qu'on a besoin d'un système idéal pour optimiser les routes des camions. Et par exemple, si une station ne fonctionne pas, ça doit être dirigé directement à une autre ou à une place où les, comment dire, les En anglais. drivers peuvent se reposer. Donc voilà, ça, dans le business, chaque minute compte. Donc on est comment dire, conscient de ça. En fait, au niveau européen, je veux vous dire vite qu'il y avait en 2020 une stratégie pour toutes, s'appelle European Strategy of Data, qui était proposée. Et un élément clé, c'était European Mobility Data Space. Et maintenant, dans mon DG, on essaie avec un groupe d'experts qui s'appelle Digital Transport and Logistics Forum. On essaie de préparer ça. Ça veut dire qu'on va proposer une communication, mais on va proposer des outils. Mais c'est vrai qu'en général, la question de sharing of data, c'est très difficile. Pour nous voudrions beaucoup, mais pour les États membres de s'agréer, d'accepter. Je vais vous donner un exemple dans cette législation que je viens de vous parler sur l'infrastructure pour alternative fuel. Nous avons des provisions qui demandent qu'il y a partage de données sur toutes les stations de chargement qui vont exister vers les points de contact au niveau de chaque État membre, qu'après, on peut dire gratuitement, qu'après ces données peuvent venir vers, par exemple, comme nous allons sur l'autoroute, on va regarder sur notre téléphone, est-ce que cette station est ouverte, quel est le prix, par exemple, d'électricité, voilà, donc même les choses comme ça, simples, ça exige beaucoup de discussions, mais pour nous, c'est quelque chose de clé, parce que ça va vraiment faire augmenter la confiance aussi les gens dans ce type de voiture, parce que pour le moment, les gens souvent, ils ont peur qu'ils ne vont pas avoir d'informations où ils vont charger, est-ce qu'ils vont être en retard, et surtout pour les camions, c'est doublement important. Donc, l'Europe participe, subventionne la mise en place de structures d'échange de données. Ça veut dire nous avons les différents instruments financiers pour ça, c'est vrai. Et surtout qu'on essaye, par exemple, je donne un exemple d'un règlement qui était adopté l'année dernière, c'était sur Electronic Freight Transport Information. Donc c'était déjà pour que tous les États membres acceptent que les drivers de camions, ils peuvent présenter leurs documents au niveau électronique. Et que c'est ça, on peut dire bien sûr que c'est par les plateformes certifiées, sécurisées, mais ça, déjà ça facilite la logistique. On n'a plus des choses en papier. Mais ça, c'est en place en Europe? Ça, on peut dire que c'est déjà adopté, ça va être en place. Donc, j'essaie de vous dire quelles choses concrètes on essaye de faire pour faciliter au niveau européen. Parce que bien sûr, la France peut faire beaucoup de choses dans le pays, mais il faut faire le business dans toute l'Europe. Donc, c'est pour vous. Voilà. Antoine Dussorbier. Oui, ça m'inspire beaucoup ce que vous dites. C'est vrai que c'est un très bon exemple, ces points d'accès nationaux pour collecter les lettres de voiture et les échanger entre pays et les rendre opposables aux forces de l'ordre dans un pays étranger. Et nous, on y voit tout à fait une architecture possible sur les calculs CO2. Si on pense aussi que la financiarisation de la transition énergétique est importante pour aider, par exemple, les transporteurs à investir dans des camions décarbonés qui coûtent cher aujourd'hui. Voilà, donc il faut investir massivement. Comment est-ce qu'on redescend ces financements au niveau des entreprises de transport et voilà. Et donc pour financer, il faut des données très fiables, opposables, surtout s'il y a des subventions. Si on veut partager aussi des crédits CO2, etc. Voilà. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est que soit on peut parler aussi de plans de circulation des marchandises, d'autorisation de circuler d'une marchandise. On a les ZFE en France, on a eu les écotaxes Grand Transit qui ont été amenés dans les discussions. On voit que
on va être entre du réglementaire contraignant et peut-être aussi au niveau de la collecte de la donnée. On ne pourra pas circuler et faire circuler sa marchandise si on n'a pas déclaré au niveau d'un point d'accès national sa marchandise. Ça, on sait que vous l'avez potentiellement dans votre musette, j'allais dire. Voilà, ça fait partie des outils réglementaires qui sont à la disposition d'un État ou de l'Europe. Voilà. On y reviendra après, Alexandra, pardon. Le 46 tonnes. C'est le 44 tonnes. 44 tonnes, pardon. Mais Qui vous 46 chagrine. tonnes aussi, Allez-y. mais c'est plus franco-français. J'ai juste une question. Est-ce que l'Europe est intéressée de décarboner de 10% tous les camions qui vont traverser d'un pays à un autre? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse l'Europe d'enlever tout ce carbone? Est-ce que c'est une question que je vous pose? Est-ce que c'est la question rhétorique? C'est une bien sûr. question rhétorique. Parce que la réponse, on l'a. Depuis 10 ans, on se bat depuis 10 ans. Dans chaque pays, on peut, en Belgique par exemple, France, échange assez fréquent. En Belgique, on peut circuler avec des camions de 44 tonnes. En France aussi. Mais pour traverser la frontière, on est limité à 40 tonnes. Donc la logique, on ne sait pas où elle est. Et là, il y a beaucoup de carbone à enlever, beaucoup d'émissions, il y a 10% par passage. Et puis le nombre de camions qui pourrait potentiellement diminuer. Ça aussi, c'est intéressant en termes de sécurité. Hein, c'est un vrai sujet RSE. Après, si c'est bien et si c'est intéressant et si économiquement ça a du sens, ben, peut-être qu'on mettrait peut-être un peu plus de camions, peut-être, mais on ferait aussi plus d'échanges. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, je sais que l'Europe, dans son rapport, oppose cela au ferroviaire multimodal. Mais ce n'est pas la vraie raison. Pourquoi? Si la solution existe en multimodal, les industriels la prendront parce que de toute façon, c'est toujours plus intéressant même qu'un camion. Donc de toute façon, on la prendra. Mais ça n'existe pas. Donc comme ça n'existe pas, ben on met des camions et on les limite à 40 tonnes. Donc il y a actuellement des transports qui se font avec du vide à l'intérieur. Et la décision, elle est très rapide à prendre. Donc si on veut vraiment décarboner, si vraiment l'objectif il est là, on peut faire quelque chose rapidement et agir sur le climat. C'est la répondre. Alexandra Klenke. Je pense que je dois répondre. Écoutez, mais je pense que probablement vous avez raison. Ça veut dire que je note ça dans ma tête. Je dois dire que je ne travaille pas sur ces propositions. C'est mes collègues de l'unité de transport routier. Mais je sais qu'ils planifient la révision de la législation sur le poids et dimension des camions. Et je pense qu'il y a la tendance d'augmenter, on peut dire, le poids possible, en même temps en changeant les dimensions pour que ça soit le plus aérodynamique, le plus, on peut dire, à cause de ça, nous n'utilisons pas tellement d'énergie. Donc, je note ça et j'espère de prendre votre contact et de vous répondre plus exactement. Et il y a cette idée ou ce projet européen de développer le Electric Road Systems, de mettre des pantographes sur certaines voies européennes. C'en est où et est-ce que ça intéresse les chargeurs? C'en est où? Ça veut dire même dans cette législation dont je vous parlais, on propose, on peut dire, c'est une des options et nous aussi, on peut dire, d'une manière parallèle, on travaille avec les organisations de standardisation. Au niveau européen. Donc, par exemple, on développe le standard pour la communication entre les stations de chargement, une voiture, un système d'énergie, d'électricité. Mais aussi sur ça, ça veut dire qu'on observe ça. Ça veut dire que nous avons le principe de neutralité technologique. Hein. Ça veut dire qu'on observe si c'est quelque chose qui va... on offre le standard, on voit qu'il y a certains projets pilotes, surtout dans les pays scandinaves, mais on n'est pas encore sûr si... On pense que c'est quelque chose au début un peu de la niche, hein, parce que quand même difficile encore d'imaginer que toutes les routes vont être couvertes par ce système. Mais est-ce qu'on peut imaginer des autoroutes, parce des qu'on voies peut avoir le système, on peut dire,
qui va en eau, c'est un peu comme trolleybus, Ouais. et Ça les, existe en et les- Allemagne. et les systèmes qui sont intégrés dans la chaussée. dans la chaussée. Donc, pour le transport urbain, ça, voilà, c'est bien utilisé dans beaucoup de cas. Mais on n'est pas encore sûr si ça va être vraiment à grande échelle pour les camions. Mais ça dépend, voilà, des business. Comment, si c'est vraiment c'est un bon business case, ça va venir. Hein. Donc, nous ne sommes pas une autorité d'économie centralisée. Mais Voilà. vous y réfléchissez quand même sur les Ça- spécifications d'une autoroute à Oui, pantographe oui, future. bien sûr, parce que si c'est déjà utilisé, donc voilà, on travaille, c'est comme on a des projets pilotes, par exemple pour la voiture qui utilise seulement l'énergie solaire, hein, et on observe tous les, mais ça c'est bien sûr les pilotes, ils sont super chers, mais peut-être dans, comme, je sais pas, 10, 15 ans, ça va être une option. Hein. Monsieur Lagan, ça vous semble une option intéressante ou pas du tout? On est hors sujet. Alors, je suis, mais ça c'est personnel, hein, parce que c'est tellement coûteux d'investir sur des infrastructures et on est en pleine transition. On ne sait pas exactement quel carburant va prendre le devant sur l'autre. Je pense qu'on aura plusieurs modes d'énergie. Est-ce qu'on aura de l'essence de synthèse? Est-ce qu'on aura du HVO? Est-ce qu'on a de l'oléosan, de l'hydrogène, de l'électrique? Enfin, en fonction des zones de production, je pense qu'on aura plusieurs modes, et en fonction du type du véhicule circulant, plusieurs modes de carburation. Les modèles évoluant tellement vite, la voiture qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas celle qui existait il y a 100 ans. Ouais. Donc j'imagine que la voiture électrique qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas celle qu'on connaîtra dans 100 ans. Donc de ce fait, aller investir sur des infrastructures, voilà, j'ai des doutes, parce que ça coûte très cher. On voit déjà combien ça coûte d'entretenir des routes normales. On est passé à 80 km/h parce qu'on a eu peut-être du mal à trouver les budgets pour pouvoir continuer de rouler à 90 en France. Donc voilà, c'est juste ma question. Après, toute innovation est bonne à être étudiée. On travaille sur l'hydrogène en ferroviaire. Il faut aussi oser. C'est pas simple. Donc osons, de toute façon. De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Après, voilà, faire les bons choix et des choses qui soient faciles à faire. Sur le ferroviaire, question peut-être très bête. La différence d'écartement des rails entre pays européens, ça vous gêne? Aujourd'hui, c'est essentiellement l'Espagne, Ouais. pour des raisons historiques. Il y a l'être humain est ingénieux, il a trouvé des solutions pour modifier les écartements sur les matériels roulants. Alors on n'a toujours pas trouvé. Hein. On cherche toujours, oui, c'est vrai, mais bon, on essaye. On essaye et ça viendra. Si jamais vraiment on a cette volonté, on y arrivera. Je n'ai pas de sujet là-dessus, quitte après modifier les infrastructures. Mais ça va dans le sens de ce qu'on se disait sur les infrastructures. Un ferroviaire est un transport guidé et automatiquement, à partir du moment où on fait un choix dans une solution, changer devient C'est très compliqué coûteux. et coûteux. Donc, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais je ne réponds pas à votre question. Y a-t-il des questions? Mesdames, messieurs, j'arrive. Bonjour, Antoine Morel, UPS. J'ai une petite question. En vous entendant, j'ai l'impression qu'on cherche des solutions techniques. Et en tout cas, moi, au quotidien, j'ai un souci qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, qui consiste en fait, en tant qu'entreprise, à avoir un besoin, éventuellement, mais pas de fournisseur. Et inversement, si je suis fournisseur, certaines entreprises ne peuvent pas répondre à mon besoin. Donc ma question s'adresse surtout par rapport à Madame la commissaire. Voilà. En méthodologie de transition, est-ce qu'il serait possible d'avoir des lieux communs où on réunit clients et fournisseurs pour sortir de ce dilemme du prisonnier et innover? Quand j'entends effectivement la partie multimodalité par rapport au train, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, mais pour les SNCF, il faut des clients, et pour les clients, il faut des trains. Donc comment est-ce qu'on sort de ça? Est-ce qu'il serait possible d'avoir des lieux communs organisés pour discuter de ces solutions-là et innover? Je pense que vous parlez
je ne sais pas si vous avez en de la tête les endroits comme nous sommes ici. Hein. C'est quand même le salon des transports logistiques. Par exemple, l'année dernière, on avait organisé à Lyon, justement, avec la présidence française, un grand événement Connecting Europe Days. Et mon DG a essayé d'amener tellement on peut dire, des acteurs de transport possibles. Je pense que il y a beaucoup on peut dire, des endroits comme ça, mais il y a aussi, par exemple, des forums. Par exemple, ce que je peux dire de mon DG de la commission, qu'il y a des expert groupes où, par exemple, pour les alternative fuel, on travaille avec, ça s'appelle Stakeholder Sustainable Forum, Transport Forum. Et on travaille presque tout le temps. On a des petits groupes. Et ils nous aident, par exemple, on travaille sur quels sont les problèmes pour développer les stations de chargement au niveau de connexion au grid, au système d'électricité. Donc, on travaille, on prépare des recommandations, on essaye de voir si on a besoin de changements au niveau de la législation. Après, un autre exemple, on a un petit groupe où on travaille sur de voir quelles devraient être les dispositions au niveau de sécurité d'incendie dans le parking souterrain d'un immeuble pour installer les bornes de chargement et pour que les voitures électriques. Parce que dans beaucoup d'endroits, on bannit presque les voitures électriques parce qu'on a peur qu'on ne va pas contenir les incendies. Donc, on cherche les expériences des Norvégiens parce qu'ils sont les plus développés. Et on essaie d'établir best practices parce que vous savez, c'est un marché qui se crée. Par exemple, je ne pas parler des rails, mais par exemple des voitures électriques, des voitures à hydrogène. Donc, nous accompagnons ce marché et ça se développe très vite. Mais par exemple, pour proposer la législation européenne et pour après l'approuver, ça prend 2-3 ans. Donc, on est quand même dans le système démocratique. Donc, ces groupes de travail sont à Bruxelles. Hein. Oui. Oui, mais les gens participent de différents... on participe online. Donc, c'est vrai que peut-être... je pense qu'au niveau français, vous avez aussi beaucoup de lieux de rencontres. Mais je vous comprends que peut-être vous pensez de ce dilemme qu'il y a beaucoup d'opposition. Nous parlons de syndrome like chicken and egg. Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait plus de voitures électriques, mais il n'y a pas de stations de chargement. Et pour que les investisseurs investissent, ils doivent savoir que le marché se développe. Donc, on est dans une sorte de... C'est pour ça qu'on a proposé cette législation, pour forcer un peu les États membres de développer, pour accélérer le marché. Puis c'est au rôle des investissements publics, des subventions justement pour lancer le marché. Et il y a AI Cargo pour discuter. Oui, votre question est très intéressante et on a une bonne piste pour y répondre. Donc on parlait des European Connecting Days à Lyon, qui était un forum présentiel, physique, où tous les corridors européens ferroviaires étaient présentés. C'était vraiment très impressionnant comme événement. Et donc nous, ce qu'on a fait au niveau d'AI Cargo Fondation et dans le cadre du programme C2E Appel d'air, c'est qu'on a numérisé tous les plans de transport, les trajets et les horaires du transport ferroviaire en France, et on est en train de l'étendre au niveau européen. Et on a la capacité aussi à publier des trains, ceux de Nestlé, on est en train d'en discuter avec Jean-François, donc pour faire du backhauling, donc des flux aller-retour et optimiser les retours à vide. Voilà. Donc il y a des grands remettants, des grands chargeurs, des grands industriels qui réservent des trains complets, qui n'ont pas forcément la charge retour, et on va publier ces trains-là. Voilà. Donc ça s'appelle Appel d'air, la plateforme elle est disponible, vous pouvez vous rendre, c'est un accès libre, et vous verrez tous les trajets, les horaires pour le transport de marchandises, comme si vous preniez un billet de train pour partir en week-end ou en vacances. Voilà. Donc maintenant pour le transport de marchandises c'est fait, et on va l'alimenter de plus en plus, et au niveau européen. Et on propose en fait aux entreprises qui ont beaucoup de transport de marchandises de diagnostiquer leur plan de transport dans cet outil-là. Je mets tous mes ordres de transport dans un fichier Excel ou en API, et automatiquement, ça va me flaguer mes ordres de transport qui sont éligibles au report modal. Voilà.
Alexandra, vous citiez les parkings et les voitures électriques. Il y a une étude qui est sortie récemment, publiée par l'Association des assureurs anglais, qui dit attention, la multiplication de voitures électriques menace la stabilité des parkings à étages les plus vieux parce que les voitures électriques sont plus lourdes, 30%, et sont toutes rechargées au même endroit, là où la structure est la plus fragile. Voilà, c'était juste une anecdote. Mesdames, Messieurs, y a-t-il d'autres questions? J'arrive. Vous en deuxième, monsieur en premier. Oui, bonjour, Thierry Odéron, La Poste. Je profite de votre présence, Madame la Commission européenne, pour avoir un peu un décryptage finalement de l'accord avec l'Allemagne sur la fin des véhicules thermiques en 2035 et donc le fait que l'accord ne porte pas que sur des véhicules électriques mais avec des carburants de synthèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Merci. L'Allemagne n'aime pas cet accord et l'Allemagne, en même temps, s'oppose à la France pour la classification green de l'énergie nucléaire. Oui, c'était aussi une surprise pour nous, hein, du côté de l'Allemagne. Mais le compromis était trouvé qu'en fait, seulement les voitures, on peut dire, à moteur classique peuvent être acceptées s'ils vont utiliser on peut dire, les fuels synthétiques ou bio. Voilà, donc, mais nous pensons que ça va être pas très économique pour le producteur parce que ils sont tellement chers, hein, ces fuels, que ça n'a pas de sens pour produire dans la masse. Peut-être ça peut concerner seulement quelqu'un qui veut acheter Porsche. Parce que Porsche est allemand. Voilà, parce qu'il a assez. Donc je ne pense pas que ça va concerner plusieurs voitures, hein, parce que. Et peut-être des fabricants de très grosses cylindrées qui sont souvent allemands. Mais je pense que c'était un compromis pour trouver, on peut dire, pour ne pas bloquer cet accord qui est important pour toute l'industrie. L'industrie, en fait, dans sa, peut dire. On avait beaucoup de signaux de l'industrie qui voulaient un message clair, parce que pour eux, c'est important d'investir et savoir où investir. Hein. Étant dit, je voulais aussi ajouter qu'on a parlé beaucoup des rails. Peut-être vous pouvez avoir l'impression que je parlais beaucoup de voitures électriques, mais c'est surtout que moi, je travaille. Mais les rails, c'est même, on peut dire, maintenant, on fait beaucoup d'accent sur les rails et on veut vraiment développer plus, donner plus de priorité aux rails parce que c'est quand même le plus soutenable des modes de transport. Et quand même, aussi, on a une grande partie, on encourage tout simplement de ne pas avoir une voiture. Donc, ça, c'est peut-être une meilleure option, mais on sait que ce n'est pas réaliste. Donc voilà, on travaille sur les voitures décarbonisées. Monsieur Lagarde, il y aura ensuite une question. Oui, pardon. Juste pour l'encouragement à effectuer du transport sur les rails, peut-être que pour une fois, une informatisation européenne sur des trains européens pourrait être une bonne chose. On a des trains qui circulent entre la France et l'Italie. On peut effectivement être supporté par le gouvernement italien sur la partie italienne et après sur la partie française d'une autre manière, différemment. Alors l'idée, c'est pas bien évidemment d'aller absolument chercher les aides et ainsi de suite, mais que l'incitatif pour les nouveaux chargeurs, je ne parlerai pas de mon cas parce que ça fait tellement longtemps qu'on fait des trains que toutes les innovations, même s'il y a des aides, on n'y a pas droit. Mais c'est pas grave, c'est pas ça, on bosse pas pour ça. Mais clairement que pour les nouveaux entrants, ceux qui veulent faire notamment sur le backhauling, on a trouvé du fret pour venir de France pour aller vers l'Italie. En France, on n'est pas très industrialisé, donc on est content quand on trouve ce genre de fret. Et donc cette possibilité effectivement d'encourager, parce qu'on a du coup des frais d'approche pour rejoindre le contreflux qui sont existants. Et c'est de nature à encourager. Et le fait d'avoir peut-être quelque chose qui soit transfrontalier, européen, pourrait inciter à aller vers un report modal ferroviaire. C'est une idée.
Bien noté. Bonjour, donc Abderrahmane Alouache, société Cristalco. Donc ma société produit et vend des millions de tonnes de sucre par an. Donc c'est la marque Daddy Sucre. Et donc il y a plein de projets là, qui sont étudiés comme alternative au gazole, au carburant. Moi je pense qu'on va encore utiliser pendant très très longtemps le pétrole. On utilise des trains tant que c'est possible. Donc comme M. Lagan disait, sur l'Italie, sur l'Espagne, très bien. Depuis 3 semaines, on a perdu 70% de nos trains. Donc il y a 70% de trains qui ne sont pas partis à cause des grèves. Donc report sur la route. Très compliqué. Donc il faudrait que ce soit fiable pour qu'on en fasse plus et inciter d'autres à le faire. Le report route-rail, pour atteindre peut-être les taux de qualité de service qu'on a au Japon. La deuxième, je rejoins M. Lagan sur le 44 tonnes. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place demain. Là, il n'y a pas besoin d'investir sur des infrastructures ou de faire des études. Il suffit juste d'accepter, d'autoriser les camions à circuler avec un poids total roulant de 44 tonnes en Europe. Peut-être à commencer déjà par les pays qui l'autorisent au niveau domestique, comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie. Mais il n'y a pas de raison. Un camion poids lourd d'aujourd'hui, les générations Euro 5, Euro 6, peuvent largement transporter 44 tonnes, voire 46. Mais déjà le 44 tonnes. Et là, on livre beaucoup de sucre chez Nestlé. Quand on est passé en Europe, quand on est passé du 40 tonnes au 44 tonnes, donc une dizaine d'années, rien que Nestlé, c'était des centaines de camions en moins par an. Je ne vous dis pas les autres, tous ceux qui consomment du sucre. C'est dommage, on livre aussi des usines en Espagne, etc. Nestlé, plutôt de circuler avec 25 tonnes de sucre, on pourrait circuler avec 29 tonnes, 4 tonnes de plus, 10% de plus. Donc ça, je pense que c'est vraiment une piste très intéressante à étudier à votre niveau, Madame la Commissaire. Et puis, en attendant les autres, voilà, c'était juste... Écoutez, merci beaucoup pour ce message. Vous avez compris le message, oui. Je pense que, comme je vous ai dit, qu'on prépare la révision sur ce sujet, donc je pense que la tendance est pour plus de poids, plus de dimensions. Maintenant, vous deviez savoir aussi que la Commission souvent propose des propositions très ambitieuses. Et après, ce n'est pas toujours, on peut dire, reçoit l'accord de tous les États membres. Il y a différents intérêts, donc on doit toujours nous battre pour maintenir. Mais merci beaucoup, c'est très important de recevoir feedback, on peut dire, d'aller dans les États membres et écouter ce qui se passe. Oui. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention française et anglaise. Merci beaucoup, Alexandra Klenke, d'avoir fait l'effort de parler en français. Merci à tous.